Bonjour, on a le plaisir d'avoir avec nous le professeur Atul Pathak qui va nous parler des dernières recommandations de la prise en charge de l'hypertension. Bonjour professeur Pathak. Bonjour. Alors, on va attaquer tout de suite. Est-ce qu'il y a des nouvelles définitions comprises dans ces recommandations de 2024? Alors la définition, déjà de la définition, parce qu'en fait ce ne sont pas des recommandations de l'hypertension artérielle, ils ont changé le terme, c'est recommandations sur la prise en charge de la pression artérielle élevée. Pourquoi? Parce qu'en fait on sait que le risque lié à l'élévation de la pression artérielle commence très tôt, pas à 14,9, mais commence même à 110, 70. Dès que la pression artérielle dépasse cette pression optimale, le risque augmente. Donc ça a été un changement de paradigme et ça a fait émerger, on va dire, une nouvelle entité de patients qui sont les patients qui ont une pression artérielle entre 120 et 139 de mm de mercure, qui sont donc des patients qu'on va considérer à haut risque cardiovasculaire si le score est en faveur du haut risque et qui devront être traités. Donc la définition, on est hypertendu lorsque la pression est supérieure à 14,9 en consultation, ça n'a pas changé. Par contre, si on a une pression artérielle entre 120 et 139 et qu'on a un risque accru, on va aussi traiter ces nouveaux patients qui n'étaient pas traités jusqu'à présent. D'accord, je vous remercie. Quelques mots sur les objectifs tensionnels et peut-être juste pour retourner en arrière, comment traiter ces patients dans cette zone grise, on va dire. Tout à fait. Alors, les objectifs tensionnels ont été revus à la baisse. Il faut essayer d'avoir une pression artérielle systolique entre 120 et 129, donc on va dire en dessous de 13, et une pression diastolique entre 70 et 79, on va dire en dessous de 8 ou de 80. Autrement dit, il faut tendre vers 120, 70 ou plus bas, ce qui est quand même une nouveauté dans ces recommandations. Elles ont mis la pression à la pression et obligent les patients à être traités beaucoup plus bas. Alors pour y arriver, ça devient un peu plus compliqué. Comment on va atteindre des objectifs? Puisqu'on sait que déjà les objectifs d'avant, on ne les atteignait pas. Et on a baissé d'un pas de plus. Alors l'algorithme de prise en charge n'a pas trop changé. On démarre par un bloqueur du SRA qu'on associe à un inhibiteur calcique idéalement et à un diurétique sous la forme d'un single pill combination, c'est-à-dire un comprimé unique, parce qu'on sait que ça permet de lutter contre les problèmes d'adhésion. Et si cette combinaison de 3 médicaments n'est pas efficace, alors on identifie ce qu'on appelle des hypertendus résistants, et c'est la possibilité de rajouter la spironolactone ou l'éplérénone, ça c'est une nouveauté. Et puis si ça ne suffit pas, on peut aller chercher l'aide des bêta-bloquants ou d'autres médicaments, mais toujours dans cet objectif d'aller à l'objectif tensionnel. L'alternative, c'est de pouvoir proposer la dénervation rénale, puisque cette dénervation rénale, elle a augmenté dans son niveau d'évidence, elle est passée de classe 3 à 2B, et donc ça c'est aussi une nouveauté, au-delà du traitement pharmacologique, la possibilité de proposer la dénervation rénale à des hypertendus non contrôlés. Merci. Pour débuter le traitement, c'est toujours une bithérapie? Alors ça c'est une très bonne question. D'abord on débute le traitement si les règles d'hygiène de vie ne sont pas efficaces, et dans toutes ces règles d'hygiène de vie, il y a l'emphase qui a été mise sur augmenter les apports en potassium. Ça c'est très important, que ce soit avec des légumes et des fruits, que ce soit même, c'est un petit truc intéressant, avec les substituts au sel. Les substituts au sel en fait sont enrichis en potassium et sans sel, donc en fait pour les hypertendus c'est parfait, pas de sel et plus de potassium. Et puis on va essayer chez ces patients-là, pour arriver à l'objectif thérapeutique, de leur proposer une bithérapie d'emblée en first step, et puis très vite aller vers la trithérapie pour être à l'objectif thérapeutique. Merci beaucoup. Concernant la dénervation rénale, je pense que c'est un sujet quand même important. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus? Oui, alors la dénervation rénale, dans ses recommandations, elle est proposée dans, je dirais, deux grandes situations. Les hypertendus résistants, qu'on n'arrive pas à contrôler avec le traitement pharmacologique, c'est, on va dire, l'indication classique, traditionnelle, non contrôlée par une trithérapie, sont des candidats. Après une discussion éclairée avec le patient, après une décision médicale partagée, en tenant compte des préférences patients et dans des centres experts qui ont l'habitude de manier cette technique. Mais pour les hypertendus non contrôlés à haut risque cardiovasculaire, même s'ils ont moins de 3 médicaments, ils peuvent être candidats à ce type d'intervention. Donc un panel assez large de patients qui peuvent bénéficier de la dénervation rénale niveau 2B en termes de bébé dans ces recommandations. Parfait, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit conseiller en pratique les patients pour les automesures? On se trouve souvent avec des patients devant nous. Qu'est-ce que vous suggérez pour bien poser le diagnostic? Quelles sont les deux modalités ou la modalité, à part l'holtère tensionnel qu'on connaît très bien, l'autre modalité c'est quoi et comment la mettre en œuvre? Donc ça c'est une question très importante. Tout hypertendu
quel qu'il soit. C'est-à-dire si on fait un diagnostic d'hypertension de consultation, parce que sa pression en consultation est supérieure à 140/90, devrait avoir une confirmation par une mesure hors du cabinet. Pourquoi? D'abord parce que ce sont des mesures fiables, elles ont une valeur thérapeutique, on peut suivre les patients, elles ont une valeur pronostique et une valeur diagnostique. Puisque quand on mesure la pression en dehors du cabinet, on élimine l'hypertension de consultation ou dite blouse blanche, on confirme la vraie hypertension et on identifie ce qu'on appelle les hypertendus masqués. On faisait ça avant avec la mesure ambulatoire de pression artérielle des 24 heures, mais aujourd'hui il y a vraiment un warning très fort, une incitation très forte à aussi utiliser l'automesure, idéalement au bras, moins au poignet, selon des règles de mesure répétées, c'est-à-dire dans des situations où les gens sont assis confortablement, au repos, on mesure la pression de façon répétée 2 ou 3 fois, le matin, le soir, plusieurs jours de suite. Et la moyenne identifie des patients qui sont véritablement hypertendus. Et un petit mot pour le passionné de technologie. Aujourd'hui, le niveau de preuve des autres appareils de mesure, ce qu'on appelle les cuffless, n'est pas encore au niveau où on puisse les utiliser en pratique clinique quotidienne. Donc, warning rouge sur les cuffless, on n'est pas encore prêt. Warning vert sur la mesure en dehors du cabinet. Parfait. Pourriez-vous nous dire, pour finir, quelques mots concernant les populations spécifiques? Oui, je crois que bon, c'est un gros pavé, ces recommandations, c'est 100 pages, mais il y a quand même 2 situations cliniques intéressantes qui ont été mises en avant. Les sujets âgés. Alors, ce mot âgé, en fait, dans ces recommandations, on est sorti du cut-off âge chronologique et on a été mis en avant le concept de fragilité. Et donc, on peut avoir 60 ans et être très fragile, on peut avoir 80 ans et être peu fragile. Et donc ça, il y a toute une réflexion sur qui faut-il prendre en charge, comment le prendre en charge. Par exemple, on dit qu'il faut baisser à 12,7 chez tout le monde, même chez les sujets âgés, mais s'ils sont fragiles, s'ils ont des effets indésirables, s'ils font de l'hypotension, bien sûr, on va aller au traitement maximal toléré. Donc ça, c'est un point important dans ces recommandations. Et puis les femmes. Tout au long des recommandations, au lieu d'avoir fait un chapitre séparé, ils ont tout au long de ces recommandations évoqué les disparités par rapport aux genres. Et là aussi mis un petit peu l'emphase sur le fait que les femmes, en fait, c'est un peu la triple peine. D'abord, la prévalence de l'hypertension augmente chez elles, soit parce qu'on la dépiste peut-être un petit peu mieux, alors que ce n'est pas tout à fait vrai, mais on dépiste un petit peu mieux, mais surtout parce qu'elles ont d'autres facteurs de risque qui explosent, le tabagisme, l'alcoolisme, le stress, la pression peut-être au travail. Tout ceci fait que ce sont des femmes qui sont de plus en plus hypertendues. Deuxième peine, le dépistage, bien sûr, montre que la pression artérielle augmente, mais on ne dépiste pas bien les hypertendus patientes. On va penser à l'hypertension chez l'homme et pas chez la femme, comme un peu pour l'infarctus du myocarde. On traite plus tard, on traite moins bien. Et troisièmement, il y a des complications spécifiques à la femme, avec 3 temps forts: l'exposition aux contraceptifs œstroprogestatifs, les complications liées à la grossesse, qui font d'ailleurs partie des recommandations pour requalifier le risque des hypertendus, et la ménopause. Et donc en fait, ces 3 situations, les risques spécifiques de la femme, le manque de dépistage, le changement de l'épidémiologie font que les femmes paient un lourd tribut à l'hypertension artérielle et qu'il faut donc porter une attention particulière à l'hypertension chez les femmes. Vous avez mentionné les vieux, les patients âgés. Alors, est-ce que le seuil augmente, diminue? Est-ce qu'il y a un changement de ce côté? Et puis peut-être la dernière question, qu'est-ce qu'il faut éviter comme médicament chez ce groupe de patients qui sont assez difficiles à traiter? Donc effectivement, dans les recommandations, on déclenche le diagnostic lorsque les patients sont à plus de 14,9, on déclenche le traitement lorsqu'ils sont à plus de 13,8 et on essaie d'aller à 12,7. Ça, c'est les 3 points pratiques. Chez les sujets âgés, on va déclencher un petit peu plus tard pour des seuils tensionnels un petit peu plus élevés que le sacro-saint 13,8. On va peut-être démarrer le traitement lorsque la pression systolique est au-dessus de 14 ou 15 selon les études, mais on va dire 14 dans ces recommandations. Lorsque la diastolique est supérieure à 8 ou 9, plutôt 8 que 9, mais on va être un peu plus laxiste dans l'initiation du traitement. Le choix des médicaments, c'est fondamental puisque c'est des sujets qui sont très sensibles à l'hypotension orthostatique. Donc on préférera les bloqueurs du système rénine et les inhibiteurs calciques aux diurétiques, qu'on pourra utiliser, puisqu'il y a des études qui montrent qu'ils marchent très bien, mais si on doit faire un choix, plutôt un bloqueur du système rénine, inhibiteur calcique, et systématiquement recherche d'hypotension orthostatique pour adapter le traitement, l'alléger ou le compenser. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.